J'étais très heureux de le voir. Puis je suis rentré dans ma chambre après, et puis le téléphone sonne. Donc je réponds, je dis qui peut m'appeler ici. Par une nuit froide de décembre, quand Paris s'habillait de silence et que les lumières de l'avenue des Champs-Élysées brillaient encore, pour rien, une voix s'est éteinte. Celle de Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, ce rocker incandescent qui avait allumé les feux de toute une génération. Mais avant de disparaître, Johnny avait laissé bien plus qu'un héritage de disques et de concerts légendaires. Il avait confié parfois à demi-mot les noms de ceux qui l'avaient façonné. Inspiré, nourri dans son parcours d'homme et d'artiste. Depuis son adolescence, Johnny vivait dans un dialogue permanent avec ses modèles. Il se nourrissait de leur énergie, il absorbait leur manière d'habiter une scène, d'offrir leurs tripes au public. Loin des projecteurs, il portait en lui une admiration profonde, presque filiale pour 6 artistes en particulier. Chacun représentait une facette de ce qu'il aimait dans la musique, la force brute du rock, la poésie des mots, la liberté créatrice, l'amitié fidèle et le don absolu de soi à l'art. Au crépuscule de sa vie, quand son regard se faisait plus tendre et sa voix plus grave encore, Johnny ne parlait plus seulement de lui-même. Il se retournait vers ces figures qu'il avait précédées, accompagnées ou transcendues, comme s'il voulait dire « Mon feu à moi vient aussi de leur flamme ». Et c'est dans cet aveu que se dévoile l'homme derrière la légende, celui qui savait que même au sommet, on reste toujours le fils de ceux qu'on admire. Alors qui étaient ces 6 noms, ces 6 phares dans la nuit de Johnny Hallyday? Préparez-vous à plonger dans une histoire d'admiration, d'héritage et de passion. Quand Johnny Hallyday découvre Elvis Presley, il n'a encore que 15 ans. Nous sommes à la fin des années 50, la France sort à peine des blessures dites de l'après-guerre, et un adolescent parisien se prend une claque en écoutant pour la première fois la voix du King of Rock'n'Roll. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est une onde de choc. Le rythme, le déhanché, la liberté insolente. Tout ce que Johnny cherchait à exprimer se trouvait déjà incarné dans cet homme venu d'Amérique. Il se souvient de ces images en noir et blanc, où Elvis entrait sur scène comme un ouragan. Pour le jeune Jean-Philippe Smet, ce n'était pas un simple chanteur, mais une révélation. « Je veux être comme lui », pensait-il les yeux brillants en imitant les gestes devant un miroir. Et bientôt ce rêve allait se transformer en destin. Car Johnny ne s'est jamais caché sans Elvis, il n'y aurait sans doute pas eu de Johnny Hallyday. Son style vestimentaire, ses premières postures scéniques jusqu'à sa manière de tenir une guitare, tout respirait l'admiration. Mais loin d'une copie, c'était un hommage. Johnny absorbait l'énergie d'Elvis pour la transformer en quelque chose de proprement français, de profondément personnel. Au fil des années, chaque fois qu'on lui demandait ses influences, Elvis revenait toujours comme une évidence. Même à 60 ans passés, Johnny en parlait encore avec des étoiles dans les yeux, comme un adolescent qui n'aurait jamais oublié son premier choc musical. Pour lui, Presley n'était pas qu'une idole, il était le père spirituel de toute sa carrière, celui qui avait allumé l'étincelle et montré que la scène pouvait être un volcan. Et dans les soirs de doute, quand la fatigue pesait, Johnny repensait à Elvis, à cette force brute, à cette intensité qui transformait chaque chanson en confession. Il savait alors pourquoi il continuait, parce qu'un jour, un homme avait prouvé que chanter pouvait être une manière de brûler sa vie tout entière. S'il y a une amitié qui a traversé les décennies dans la chanson française, c'est bien celle qu'il y a Johnny Hallyday à Eddie Mitchell. Dès leur début, au tournant des années 60, ils se reconnaissent dans un même souffle, celui du rock'n'roll qui bouscule, trance les convenances, qui fait trembler les planchers de danse et qui donne à la jeunesse française un langage nouveau. Eddie, avec son allure tranquille et son humour discret, est pour Johnny un frère de route, un compagnon de scène et de vie. L'admiration que Johnny lui portait n'était pas seulement artistique. Certes, il respectait chez Mitchell cette voix grave et singulière capable de passer du rock aux ballades avec une aisance naturelle. Mais plus encore, Johnny admirait sa fidélité, sa droiture, sa capacité à rester lui-même dans un milieu où tout change trop vite. Eddie Mitchell ne jouait pas de rôle, il était ce qu'il chantait, il avançait sans se trahir. Les années passent et les deux hommes se retrouvent régulièrement.
On pense bien sûr à Les Vieilles Canailles, ce projet unique qui réunit Johnny Eddy et Jacques Dutronc sur une même scène. 3 monuments de la chanson française complices comme des adolescents, se partageant les micros et les éclats de rire. Johnny voyait dans cette aventure une consécration de leur fraternité, une manière de dire au public « Nous sommes toujours là ensemble ». Il y avait dans le regard que Johnny portait à Eddy une tendresse rare, une sorte de reconnaissance silencieuse. Dans le tourbillon de sa vie faite de tumultes de passions et d'excès, Eddy représentait une stabilité, une fidélité rassurante. Admirer son ami, c'était aussi admirer une force tranquille, une constance que lui-même n'avait jamais su trouver. Jusqu'au bout, Johnny parla d'Eddy comme d'un repère. Et dans ses confidences, il laissait entendre que cette admiration était réciproque, nourrie d'un respect mutuel. Ensemble, ils avaient traversé les modes, les générations, sans jamais se renier. Dans l'histoire de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell tenait la place d'un frère qu'on choisit d'un artiste qu'on admire pour sa sincérité et sa loyauté. Si Johnny Hallyday vibrait au son des guitares électriques, il n'en demeurait pas moins sensible aux mots. Et parmi les maîtres de la langue, un nom s'imposait pour lui comme une évidence, Jacques Brel. Pour Johnny, Brel n'était pas seulement un chanteur, il était un poète, un volcan d'émotions brutes. Quand il montait sur scène, c'était tout son être qui s'y consumait, comme si chaque concert pouvait être le dernier. Johnny admirait cette intensité. Lui qui remplissait les stades avec ses riffs et ses lumières, voyait en Brel une autre forme de grandeur, celle de l'homme seul, face à son piano tremblant suant, offrant chaque mot comme une confession intime. Brel avait ce don de transformer la douleur en beauté, la mélancolie en force. Johnny, qui connaissait lui-même les tempêtes de la vie, se reconnaissait dans cette façon de tout donner, de ne rien garder pour soi. Ce qui fascinait aussi Johnny, c'était le courage artistique de Brel. Alors que le succès aurait pu le retenir, Brel choisit de quitter la scène à son apogée, de partir en mer, de chercher ailleurs ce que la musique ne pouvait plus lui offrir. Pour Johnny, qui ne pouvait imaginer vivre sans la scène, cette décision relevait d'un mystère presque sacré. Il y voyait une preuve supplémentaire que Brel appartenait à une autre dimension, celle des artistes qui n'obéissent qu'à leur vérité intérieure. À plusieurs reprises, Johnny rendit hommage à Brel, reprenant ses chansons ou évoquant son génie en interview. Derrière la puissance rock de ses propres concerts, il glissait une forme de tendresse pour ses textes ciselés, pour cette voix qui savait briser les armures les plus dures. Et dans ses confidences, il reconnaissait que Brel lui avait appris une leçon essentielle: chanter, ce n'est pas seulement faire de la musique, c'est mettre sa vie en jeu à chaque note. Ainsi, Jacques Brel incarnait pour Johnny l'admiration absolue de l'artiste qui ose tout même disparaître pour rester fidèle à son art. L'année 1966 restera gravée dans la mémoire de Johnny Hallyday. C'est lui qui, lors d'une tournée en France, eut l'idée audacieuse d'inviter un jeune guitariste encore inconnu du grand public européen, un certain Jimi Hendrix. Ce choix, qui pouvait sembler anodin à l'époque, allait marquer Johnny pour toujours. Dès la première note, Hendrix fit exploser toutes les certitudes. Sa guitare hurlait, pleurait, riait, comme un être vivant. Johnny, habitué aux excès du rock, resta médusé devant une telle déferlante sonore. Ce n'était pas seulement de la virtuosité technique, c'était une manière de libérer l'âme à travers les cordes. Il se dit alors que le rock pouvait être bien plus qu'une musique, un cri de liberté, une révolte poétique, un langage universel. Hallyday admirait chez Hendrix cette audace, ce refus de se plier au code. Là où beaucoup cherchaient à plaire, Hendrix cherchait à brûler toutes les frontières. Johnny, qui avait toujours eu le désir de repousser ses propres limites, trouva en lui un frère d'âme. Même si leurs chemins furent brefs, cette rencontre le marqua profondément comme un choc esthétique et spirituel. Dans ses souvenirs, Johnny évoquait souvent Hendrix avec une lueur d'émerveillement. Il admirait non seulement l'artiste, mais aussi l'homme qui vivait pour sa musique sans compromis, quitte à s'y perdre.
Pour Johnny, Hendrix symbolisait l'essence même du rock, une intensité qui consume toute une vérité qui ne supporte aucune trahison. À chaque fois qu'il reprenait sa guitare, Johnny se souvenait de cette leçon: il ne suffit pas de jouer des notes, il faut leur donner une âme. Et dans ce sens, Jimi Hendrix restera pour lui un maître absolu, un phare qui montrait la voie d'une liberté sans concession. Dans le panthéon personnel de Johnny Hallyday, il y avait un homme qu'il appelait volontiers le maître, Charles Aznavour. Deux univers que tout semblait opposer, le rocker flamboyant et le poète de la chanson française, mais qui en réalité se rejoignaient dans un même culte de l'émotion. Johnny, habitué aux stades enflammés et aux guitares rugissantes, admirait chez Aznavour cette capacité à faire naître les larmes avec une simple mélodie au piano, à captiver une salle entière par la seule force des mots. Ce qu'il respectait profondément, c'était le travail d'orfèvre qu'Aznavour apportait à ses textes. Chaque syllabe, chaque image semblait peser polie, offerte au public comme une confidence universelle. Johnny, qui vivait sa vie dans les excès, trouvait chez Aznavour une rigueur, une exigence qui l'impressionnait. Il voyait en lui un modèle de longévité artistique, un exemple de fidélité à soi-même et à son art. Leurs routes se croisèrent à plusieurs reprises, et Johnny n'a jamais caché la fascination qu'il éprouvait pour ce monument de la chanson. Quand il interprétait des ballades plus intimistes, il avouait souvent s'inspirer de cette école aznavourienne, parler d'amour, de blessures, de fragilité, avec une sincérité désarmante. Dans la voix d'Aznavour, Johnny entendait une humanité qu'il rêvait d'atteindre lui aussi. Il y avait aussi une admiration plus intime. Johnny savait qu'Aznavour avait dû lutter pour imposer son style, que sa voix longtemps critiquée était devenue l'une des plus reconnaissables au monde. Cela parlait au cœur de Johnny, qui connaissait lui-même les jugements et les doutes. Aznavour lui montrait que le vrai talent n'est pas d'être parfait, mais d'être vrai. Pour Johnny, Charles Aznavour était donc bien plus qu'un grand nom, il était une leçon vivante d'authenticité et de persévérance. Un modèle qu'il plaçait très haut dans son panthéon personnel, presque comme un guide silencieux. Au sommet de la liste des admirations de Johnny Hallyday se tenait un nom qui à première vue pouvait surprendre: Michel Berger. Mais pour Johnny, Berger n'était pas seulement un compositeur de talent, il était celui qui avait su mettre des mots et des mélodies sur ces silences intérieurs. Entre eux, il y avait plus qu'une collaboration, une rencontre d'âme. Lorsque Berger lui offre quelque chose de Tennessee, Johnny comprend qu'il a trouvé la chanson qui allait marquer sa vie entière. Cette ballade, écrite comme un hommage à l'écrivain Tennessee Williams, devient un miroir de ses propres tourments, de ses désirs d'évasion et de vérité. Chaque fois qu'il l'interprétait, Johnny semblait chanter pour lui-même, comme si Berger avait su percer à jour ses secrets les plus intimes. Ce qu'il admirait profondément chez Michel Berger, c'était cette capacité à écrire l'universel avec des mots simples. Berger savait parler de liberté, de justice, d'amour, sans détour ni artifice. Pour Johnny, qui avait grandi dans le tumulte et la fureur du rock, rencontrer un tel artisan de la chanson fut une révélation. Dans ses confidences, il avouait souvent que certaines des plus belles pages de sa carrière, il les devait à Berger. Leur collaboration donna naissance à des titres qui devinrent des hymnes. Diego Libre dans sa tête, Rock and Roll Attitude, autant de chansons qui élargirent l'horizon artistique de Johnny. Derrière le rocker flamboyant se cachait un homme avide de profondeur, et Michel Berger fut l'un des rares à lui offrir cette densité. Lui, au-delà de la musique, Johnny admirait aussi l'homme. Discret, réservé, loin des excès, Berger incarnait pour lui une forme d'intégrité et de sensibilité qui le touchait profondément. Dans le tumulte de sa vie, Johnny voyait en lui une force tranquille, une lumière apaisée. Ainsi, au moment d'évoquer les artistes qui avaient compté le plus, Johnny plaça Michel Berger au sommet, parce qu'il savait qu'une part de son âme résonnerait à jamais dans ses chansons immortelles. Pour Johnny Hallyday, le rock n'était pas seulement une question de riffs et de guitares saturées. C'était aussi un langage, un cri qui devait dire quelque chose au monde. C'est dans cette perspective qu'il admirait profondément Bob Dylan, ce troubadour américain qui avait transformé la chanson en manifeste. Dès les années 60, Johnny découvre en Dylan un artiste d'un autre genre, pas un showman flamboyant comme Elvis,
mais un poète moderne, un homme qui maniait les mots comme des armes et qui osait donner à la musique une portée universelle. Johnny, habitué aux foules électriques, reconnaissait dans Dylan une autre forme de force, celle de la plume. Il l'admirait parce qu'il n'avait jamais cédé aux sirènes de la facilité, parce qu'il avait su rester fidèle à sa voix intérieure, quitte à dérouter son public. Pour Johnny, cela représentait une leçon de courage artistique. Lui-même, qui avait parfois vacillé entre les attentes de son public et son besoin d'évoluer, voyait en Dylan l'exemple d'un homme libre, impossible à enfermer dans une case. Il y avait aussi ce rapport aux mots. Johnny, qui n'était pas auteur mais interprète, se sentait touché par la puissance des textes de Dylan. Il aimait cette manière de dire l'amour, la révolte, la fragilité humaine sans phare ni artifice. Dans certaines de ses confidences, il avouait que Dylan lui avait ouvert les yeux sur la dimension poétique de la chanson. Derrière chaque mélodie pouvait se cacher une vérité, un souffle de révolte ou de tendresse. L'admiration allait jusqu'à l'inspiration. Johnny, en reprenant certains titres au parfum folk ou en adaptant des morceaux venus d'outre-Atlantique, montrait que l'ombre de Dylan planait sur son répertoire. Mais loin d'une imitation, c'était une façon d'intégrer cette liberté, cette poésie brute, à son propre univers de rocker français. Au fond, Bob Dylan représentait pour Johnny un idéal, l'artiste qui ne triche jamais, qui préfère décevoir, plutôt que de mentir, qui avance seul contre tous s'il le faut. Et c'est peut-être là que résidait la véritable admiration dans ce miroir d'intégrité. Johnny retrouvait ses propres rêves d'authenticité, ceux qu'il avait portés tout au long de sa vie. Lorsque Johnny Hallyday s'est éteint, la France a perdu bien plus qu'un chanteur, elle a perdu une flamme qui avait brûlé pendant plus d'un demi-siècle. Mais à travers ses confidences, ses choix, ses admirations, on découvre un homme qui n'a jamais cessé d'aimer, de regarder vers les autres pour mieux se définir lui-même. De Presley à Berger de Brel à Dylan, en passant par Eddie Mitchell et Hendrix Johnny, n'a jamais caché qu'il s'était construit sur l'admiration. Ces 6 noms plus un invité spécial ne sont pas de simples influences musicales. Ils sont les reflets d'une quête intime, chercher à être vrai, à se donner tout entier, à transformer chaque chanson en fragments de vie. Johnny leur devait une part de son âme, mais en retour, il leur avait offert une incarnation française flamboyante unique. Grâce à lui, ses voix étrangères ou amies résonnaient différemment sous le ciel de Paris. Aujourd'hui encore, lorsque résonne « Que je t'aime », quelque chose de Tennessee ou l'envie, on entend au loin l'écho de toutes ces admirations. Johnny Hallyday n'était pas seulement l'idole des jeunes, il était l'héritier de plusieurs lignées artistiques, le passeur d'un feu qu'il n'a jamais laissé s'éteindre. Et si son nom reste gravé comme une légende, c'est peut-être parce que jusqu'au bout, il a su rester un admirateur. Admirateur des autres admirateurs de l'art, admirateur de la vie même, dans ses excès et ses blessures. Son ultime héritage est là nous rappeler que les plus grandes idoles sont d'abord, elles aussi, des fils de l'admiration.